qui sera donc consacrée aux migrations, des chiffres et des expériences humaines, avec Lucie Nicolas et Patrick Simon. Merci de venir discuter avec nous cet après-midi. Lucie Nicolas est auteure, metteur en scène, comédienne. Elle a été aussi à la direction artistique du collectif F71, qui donc a travaillé à partir de la pensée et de l'œuvre de Michel Foucault. Mais là, votre travail du moment, c'est l'élaboration et la construction d'un projet, d'un spectacle sur les migrants. On va voir des fragments. Alors justement, c'est pas les fragments du spectacle, vous allez y revenir et nous l'expliquer, c'est simplement des fragments de l'élaboration du spectacle, des photos, une trace, voilà, des traces, ou des prodromes. Et Patrick Simon, qui est directeur de recherche à l'INED, l'Institut national d'études démographiques, spécialiste donc des questions d'immigration et aussi de discrimination, et qui est intervenu dans le cadre du cabinet des curiosités à Valenciennes, où déjà aussi des artistes et des scientifiques se rencontrent. Alors peut-être qu'on peut tout de suite regarder les traces ou les... Des matériaux. C'est un état de matériaux que j'ai fait exprès pour ici. C'est... On reçoit un email des Italiens qui nous dit il faut transférer 119 personnes de ce navire marchand, 286 de ces 3 bateaux des gardes-côtes italiens qui ont aussi fait des sauvetages. Donc en gros, il y avait tellement de bateaux en détresse sur la zone ce jour-là qu'il y en a qui ont été interceptés par les Libyens, par des navires marchands, par des gardes-côtes italiens. Et nous, vu qu'on avait la plus grande capacité, ce qui est assez fou quand même quand on y pense après coup. L'Italie nous a fait faire le sauvetage de 230 personnes. Ils nous ont transféré 400 personnes d'autres navires. Ils nous ont fait aller au nord. Et après, ils nous ont pas laissé accoster. Vous m'interrogez dans une actualité brûlante sur cette question déjà ancienne. Monsieur le député, l'Italie qui devrait, en la matière, assurer ses responsabilités. Elle a choisi de ne pas le faire. Elle a choisi de ne pas le faire et donc de méconnaître les obligations internationales qui lui incombent. Et il faut pointer les choses, les dire clairement, que l'Italie, le gouvernement italien, a choisi de ne pas respecter des obligations internationales qui s'imposent à elle en matière de sécurité des personnes. Je pointe ce non-respect. L'Espagne a indiqué qu'elle était prête à accueillir ce bateau. Nous en sommes heureux. Et je vous dis, monsieur le député, que nous sommes évidemment prêts à aider les autorités espagnoles pour accueillir et pour analyser la situation de ceux qui, sur ce bateau, pourraient vouloir bénéficier notamment du statut de réfugié. Et nous sommes restés à 4 heures du matin, déjà on nous a embarqués et on nous a poussés sur l'eau. De 4 heures maintenant à 18 heures, c'est le lendemain à 18 heures qu'on a été sauvés. Et avant ça, déjà à 16h, 17h, notre Sosiac était percé et l'eau rentrait dedans. L'eau rentrait dedans. Et nous sommes restés dans ça, dans le désespoir, parce qu'une fois que maintenant le bateau commence à couler, il n'y a pas d'objectif, on s'attend juste tout le monde à la mort. On est resté dans ça, on avait un petit avion qui est venu faire le tour en haut. Je crois bien que ce sont eux qui nous ont repérés, qui ont dû maintenant appeler l'Aquarius et donner notre position. Et étant dans ce désespoir, tout le monde triste, assis, en attendant sa dernière minute de vie jusqu'au moment que le bateau s'écoule. Et surgit maintenant le bateau de sauvetage de l'Aquarius qui est venu maintenant s'approcher
et dire maintenant aux gens de se calmer. Et arrivé là-bas, maintenant, ils nous ont embarqués dans l'Aquarius. Alors on a vu en effet un très grand nombre de différents statuts de matériaux sur cet événement que je crois on a encore tous très présent en mémoire, cette aventure de l'Aquarius. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous partez de là, vous allez raconter cette histoire en spectacle et comment vous allez... Voilà, ces matériaux, pourquoi cela? Comment les agencerez-vous? Oui, avant tout, je veux d'abord juste refaire un tout petit point sur le travail du collectif F71 dont je fais partie, qui est né d'une rencontre de 5 comédiennes metteurs en scène, mais aussi d'une rencontre avec la pensée et l'écriture de Michel Foucault, et que c'est un peu dans la coïncidence de ce regroupement théâtral et de cette boîte à outils foucaldienne que notre façon de travailler, la forme de nos spectacles est née, donc qui porte toujours sur des matériaux du réel, sur des questionnements historiques plus ou moins anciens, et du coup qui s'appuie sur une dramaturgie du réel, donc de choses très diverses qui peuvent être des photos, des enregistrements, un tract, un entretien, une interview, un cours, etc. Et des choses qu'on va aussi nous-mêmes collecter. Et le fait de travailler à partir de tels matériaux crée également une dramaturgie du plateau et une forme scénique spécifique, puisque ce sont par définition pas des matériaux qui portent une fiction, une situation, des personnages en soi, mais qu'il faut les compléter énormément par leur montage, et aussi par le jeu, par la scénographie, par la mise en scène, etc. Donc c'est une écriture qui est vraiment complétée par l'écriture des interprètes et par la mise en scène, et qui pose à chaque fois une question. On partage en fait un questionnement que nous on se pose avec les spectateurs dans le temps de la représentation. C'est aussi pour répondre à la question, je trouve la question de tout à l'heure vraiment intéressante sur pourquoi au théâtre, et justement en fait qu'est-ce que possède le théâtre de spécifique, que justement pourquoi on fait ça au théâtre et pas ailleurs, et du coup je trouve qu'il y a et aussi chez Foucault l'idée de partir d'une petite chose, d'une image, d'un tableau, d'une archive, d'une histoire, pour poser une question plus vaste. Et c'est en fait ce que m'a évoqué cette histoire, ce trajet de l'Aquarius, qui est pas réellement le dernier voyage de l'Aquarius, mais en tout cas le premier qui a été arrêté, et qui a été le premier d'une longue série de bateaux qui ont été arrêtés, pas seulement l'Aquarius, et de la criminalisation de tous ceux qui portent assistance aussi sur Terre aux migrants, voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de questionner ça, c'est-à-dire comment on peut en être amené à arrêter ou à empêcher ou à mettre des bâtons dans les roues de personnes qui sauvent des vies, par quels arguments on va manipuler ces idées pour pouvoir justifier un tel discours, et à quoi sert-il, puisque je pense que personne ne peut réellement assumer des propos de dire laissez-les couler. Donc finalement, si tant de choses sont déployées pour empêcher ces associations, ces bateaux, ces organismes de fonctionner, c'est qu'ils sont réellement très embêtants pour les États européens. Et donc, qu'est-ce qui est si gênant dans cette action, sachant que c'est aussi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ce sont des associations citoyennes. Donc, beaucoup de nos spectacles portent sur des luttes, et sur des luttes, du coup, sur des groupements de citoyens pour des citoyens. Donc, c'est une association, SOS Méditerranée, qui se substitue à l'action d'État à l'endroit où l'État fait défaut. Donc c'est cette question qui m'intéresse de poser, et ce moment me paraissait justement très symptomatique et très théâtral, dans le sens que il est réellement cadré dans le temps et dans l'espace. Ça dure 10 jours.
C'est un huis clos sur un bateau et en même temps en pleine mer, perdu sur la mer alors que ceux qui ont en main le destin de ces personnes sont sur les continents et parlent un peu au-dessus d'eux, quoi. Et il y a un trajet, il y a une trajectoire avec 1500 km pour atteindre l'Espagne, ce qui éloigne le bateau d'autant plus de la zone de sauvetage. Et se joue là, entre les différents États, une crise diplomatique en fait, qui se révèle par des choses très, très concrètes. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver ces histoires. Donc je suis partie à la recherche, enfin je suis encore en ce moment, à la recherche des personnes qui étaient à bord et du coup je collecte les récits, je fais des entretiens avec les personnes à bord, autant les 629 personnes rescapées, donc évidemment je ne vais pas du tout retrouver les 629, mais voilà, je cherche, et puis les sauveteurs, et ça m'intéresse aussi énormément de recueillir la parole des sauveteurs pour partager avec les spectateurs ce récit, par énormément de détails en fait, par comment ça se passe concrètement, qu'est-ce que c'est que ces histoires, les histoires de ces personnes, qui sont-elles, qu'est-ce qu'elles ressentent, comment elles s'appellent, elles ont des trajets, elles ont des métiers, etc. Voilà, et de repasser par la question de l'empathie, quoi. Si vous voulez discuter avec la salle... Ok, pardon, mais je pense que c'était important d'expliquer le projet puisque j'avais pas d'extrait, voilà. D'accord. Est-ce que, Patrick Simon, vous, c'est aussi des matériaux, les photos, les dessins, est-ce que ça intervient dans votre travail? Lucie Nicolas parlait de dramaturgie du réel, de moments dramatiques. Est-ce que parfois vous avez l'impression justement d'être face à des moments dramatiques et la façon que vous allez ensuite que vous allez avoir de les transcrire dans les connaissances et le savoir, ça sera avec des notions comme ça dramatiques ou théâtrales ou pas du tout Non, alors, en plus là vous tombez mal parce que moi je suis démographe, alors je suis vraiment le plus éloigné possible, mais ça n'empêche qu'on a beaucoup de choses en commun. C'est-à-dire que dans le champ des sciences sociales, il y a des travaux qui sont extrêmement proches de ce que vous faites, d'autant plus que vous réclamez Foucault, donc du coup vous êtes directement en prise. Bon, les démographes sont foucaldiens à leur manière, parce qu'ils sont du côté du biopouvoir, mais enfin ils le sont un peu moins que d'autres qui déconstruisent ça. Alors oui, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun. Je pense que l'intrigue est la même. Je pense qu'on a beaucoup d'intrigues en commun. Le matériau, quand je vous écoute, la démarche que vous avez et les présentations précédentes aussi, on a le matériau en commun. Les méthodes peut-être diffèrent plus ou moins, en partie en commune, mais quand même avec des spécificités. En tout cas, moi qui suis quantitativiste, évidemment, j'ai un autre rapport au matériau et à la façon de le collecter et de le retransmettre. Et c'est là une autre différence, c'est la restitution. En fait, je pense que la question principale, c'est celle de la restitution. Qu'est-ce qu'on fait avec ce matériau? Je vois qu'il y a un souci de collecter et de comprendre des mécanismes, de vouloir parler de quelque chose de l'intrigue, je l'ai dit au départ, l'intention peut-être même. Les sciences sociales ont un peu les mêmes, de montrer non seulement un savoir, mais avec une perspective d'intervention aussi sur la société, de transformation sociale quand même en partie. Donc on est quand même extrêmement proche. Mais la restitution n'est pas la même. On n'a pas les mêmes moyens. Et là, de ce point de vue-là, je pense que du côté de la création, le théâtre ou peut-être d'autres médiums, il y a là une possibilité de créer des effets chorales peut-être plus forts que ce qu'on est capable de faire nous dans nos écrits ou dans nos constructions. Il y a un effet aussi de prise de distance avec la question du réalisme sociologique ou du réalisme social, qui est pas toujours vrai d'ailleurs, parce que je pense dans la création, on a quand même beaucoup de choses qui sont très naturalistes, qui sont pas si en rupture avec la représentation de la société. Mais bon, on peut jouer aussi là-dessus, on se donner une certaine licence que peut-être on a moins en sciences sociales. En tout cas, on sera sanctionné quand on prend cette licence du point de vue de nos pairs, parce qu'on est quand même, on nous attend dans notre capacité à rester là. Moi, je ne veux pas être trop long. Alors je vous arrête. Donc moi j'ai une question à vous poser, qui serait la suivante, et qui va vous emmener tous les deux, je pense,
du côté du dialogue, et justement quand ces affaires de mise en commun, ça serait peut-être celle de l'implication du lecteur que vous cherchez. Parce que justement, vous parliez de la question de cette restitution, de la licence que vous prendriez par rapport à ce que les codes ou les procédures scientifiques exigeraient, mais voilà. Donc, est-ce que parfois vous pensez justement à la place du lecteur que vous allez donner, et vous à la place du spectateur, à son implication émotionnelle ou pas, etc. Justement, est-ce que là il y a différence Moi, ma principale question, que j'ai d'autant plus en ce moment que je suis en amont de l'écriture, et voilà, c'est la question de l'émotion et de l'obscénité de ce matériau, pour reprendre le terme de tout à l'heure, et de la délicatesse de la manipulation de ces paroles que je recueille, puisque je ne veux pas usurper la parole des personnes. Je ne veux pas non plus mettre le spectateur devant, le prendre en otage et le mettre devant quelque chose de faire monter du pathos au point que ça l'empêche d'avoir une prise sur le sujet, quoi. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une forme qui, justement, va créer une distanciation, une intermédiation entre l'interprète et les paroles rapportées, et entre le spectateur et cette émotion-là. Donc pour l'instant, je fais le choix de ne pas du tout représenter d'image, mais de n'en passer que par la parole, et par une parole extrêmement travaillée dans le son et dans la musique, d'aller vers une forme de grand plateau radiophonique où les personnes seraient en train de réinterpréter ces paroles rapportées, parfois de façon chorale, mais en tout cas de chercher une forme un peu brechtienne pour laisser au spectateur le choix de pouvoir s'impliquer, entrer, sortir et réfléchir surtout. Alors, on a différents Quand on écrit, oui, on pense à qui on parle. Après, il y a différents registres dans les sciences sociales pour parler. Nous, quand on fait des enquêtes sur les questions qui concernent les migrations ou les questions d'intégration, de discrimination, c'est vrai qu'on essaye de revenir sur un certain nombre d'idées reçues, de stéréotypes qui saturent la société. On s'adresse aussi évidemment à des pouvoirs politiques, à des pouvoirs publics qui sont en charge d'un certain nombre de politiques, la gouvernance des migrations par exemple, et restituer l'expérience de ceux qui vivent ces migrations permet aussi de construire des représentations qui animent cette gouvernance et qui sont souvent problématiques, en tout cas qui amènent à prendre des décisions qui sont contre-productives du point de vue de la vie des migrants et de peut-être la cohésion des sociétés. Donc on essaie de parler à ça. Alors on prend les chiffres, et les chiffres, il y a quelque chose qui est important et qui est d'une forme d'impact assez similaire finalement à celui de l'art, mais d'une autre façon, qui est celui du régime probatoire. C'est-à-dire que quand on apporte des statistiques, on a une force d'impact, de conviction, qui est renforcée, parce qu'on c'est aussi la période actuelle et, du poids des statistiques dans la capacité de représenter le réel. Et donc, on est pris plus au sérieux que quand des collègues vont restituer des récits de vie de personnes, et il y a quelque chose qui a l'air très, très, très impressionniste, très, très individualisé, alors que nous, on cherche des généralités. Et donc, du coup, on sature un peu l'espace des expériences en les collectivisant, et il y a là un pouvoir très fort, en même temps, une perte, un réductionnisme par le fait qu'on dépersonnalise, donc on déshumanise en quelque sorte cette expérience, et c'est là une tension. Moi je vous entends parler de l'émotion, c'est vrai que nous, alors c'est pas vrai pour toutes les sciences sociales, mais pour nous, on n'est pas du côté de l'émotion, ça c'est sûr. On a du mal à retranscrire l'émotion, d'ailleurs même on fait une rupture avec l'émotion, ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte le subjectif. Et là, il y a quand même une différence entre la subjectivité et l'émotion. On prend en compte la subjectivité de façon très, très claire. On essaie de l'intégrer dans la production et de nos analyses et du matériau. Mais par contre, on n'est pas, en tout cas moi dans mes travaux, je ne suis pas dans l'émotion, c'est vrai.